Dans cette vidéo, je vais vous parler de tout le matos que j'utilise au quotidien ou non. Et je vais surtout vous conseiller ce qui est bien et ce qui ne l'est pas dans mon setup. Alors accrochez-vous, parce qu'on commence par la partie... Ah là là, 7 tours. Honnêtement, dans mon setup, c'est peut-être ma plus grande fierté. Attention, les specs sont affichés. Alors ça, c'est ma tour de jeu, qui sera probablement plus tard ma tour de stream aussi. Alors elle a plusieurs avantages. De base, surtout, ça c'est quelque chose que j'ai appris assez récemment. Elle est dotée d'un port 2,5 gigabits sur la carte mère directement, donc j'ai pas besoin de rajouter une carte pour avoir plus de débit. J'en reparlerai un peu plus tard dans la vidéo. Mais aussi en grande partie si j'ai besoin par exemple de faire des défis avec des logiciels disponibles uniquement sous Windows ou qui demandent des tâches hyper puissantes que le MacBook Pro n'est pas capable de réaliser. Parce que oui, pour ceux qui sont pas d'accord, tant pis, mais le MacBook Pro est moins puissant que ma tour. En tout cas au niveau performance graphique. Par contre, je vous dis, cette configuration doit être mise à jour. Mon processeur suffit pour le moment pour ce que j'ai besoin de faire, mais c'est un Intel i7 de 10e génération. La seule chose qui est assez récente dans cette liste, c'est ma 4080. Ah là là, ce Mac. Pour vous dire, c'est peut-être la machine la plus importante. C'est mon ordinateur de tous les jours. C'est celui qui fait mes montages, on en reparlera plus tard. C'est l'ordinateur que je transporte. Et surtout, c'est celui qui me permet de faire mes configs réseau. En fait, si vous vous demandez, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais j'ai un écosystème Apple. En langage de tous les jours, j'ai tout acheté. Mais donc voilà, j'expliquerai le choix du Mac dans une vidéo dédiée. Pour ce que j'ai besoin de faire ou les peu de tâches, au début je me disais est-ce que j'ai pas besoin d'un PC pour quelque chose de très poussé? Mais en fait les seuls trucs poussés que je fais c'est me connecter à des pages web, à des interfaces administrateurs comme celle de mon routeur, on reviendra dessus d'ailleurs. Et voilà, et de mon serveur, bref, j'en reparlerai tout ça. Et pareil pour toutes les specs du Mac, parce que j'ai pas pris la config de base, parce que 8 Go de RAM, au bout d'un moment, vous allez vous faire foutre Apple. Mais tous les détails, ma puce, la RAM et tout ce qu'il y a à savoir sont en description, mais elles s'affichent aussi rapidement ici. Tenez-vous prêts, car pour la suite, on va parler de... Alors, il s'agit d'une bête Digitus de 12U. Pour moi, elle est assez spacieuse parce que j'ai pas beaucoup d'équipement. Enfin, pas beaucoup, on s'entend. Et donc, elle est assez parfaite. Dedans, comme vous pouvez le voir sur les images que je suis en train de vous montrer, il y a deux plateaux qui me permettent de poser des équipements qui ne sont pas compatibles avec le racking, donc que je ne peux pas racker dans la baie. Petite précision au montage. Si jamais c'est les plateaux qui se trouvent où je peux mettre mes NAS dessus parce qu'ils n'ont pas de vis équipés pour pouvoir se racker. C'est ça que je voulais dire. Si vous voulez acheter cette baie, honnêtement, elle est très cool. Il y a même un système pour fermer à clé directement la baie. Mais il faut faire gaffe si vous avez un serveur, donc un vrai serveur, je parle de ce type-là. Je vous déconseille fortement parce que c'est pas assez large et votre serveur ne passera pas. Surtout qu'elle vaut pas un petit prix, elle vaut quand même 200 francs, enfin à peu près pareil en euros. J'ai une multiprise rackable, ce qui me permet de la mettre directement au fond de la baie et de pouvoir alimenter tous mes périphériques. Donc cette multiprise, voilà, vous en trouvez partout. Alors moi j'ai la version suisse, donc faites attention si vous êtes en France, c'est pas les mêmes prises. Mais voilà, globalement c'est une prise rackable, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer? Donc pour les Suisses qui me suivent, vous pouvez la trouver sur brac.ch. Et puis pour les Français, je vous donnerai des références en description pour en acheter pour les prises européennes. Alors, oui, je reparlerai de cette marque évidemment. Mais voilà, j'ai un UDM Pro, donc un routeur customisé, de chez la marque d'Ubiquiti. Alors pour reprendre les exemples que j'ai mis dans ma vidéo de présentation, il y a la vidéo d'Imotech qui résume assez bien la marque. Le lien sera en description évidemment. Mais moi j'aime bien cette marque, je sais que beaucoup la détestent. Moi j'adore parce que juste elle fait le taf que j'ai besoin. Il y a quelques défauts mais ça faudrait que je vous en parle dans une vidéo. Mais voilà, pour vous dire, c'est du VPN built-in. En plus c'est du WireGuard ou de l'OpenVPN, on peut choisir. C'est pas le L2TP de base comme il y a par exemple sur certains Switch XL. Il y a 8 ports Ethernet même si je n'en sers que un pour me brancher à mon switch cœur de réseau dont je vous parlerai plus tard. Pourquoi j'ai pas pris l'UDM Pro SE? Parce qu'il était déjà sorti quand j'ai acheté le mien. Alors déjà le prix, ça paraît évident, il coûte quand même beaucoup plus cher. Et puis de deux, il a quelque chose de plus, il a un port WAN 2,5 gigabits. Qu'on s'entende bien, je parle bien de l'UDM Pro SE là. Je suis derrière un CPL, donc j'en ai pas besoin de plus. Et puis même plus tard, quand j'aurai mon appartement, je compte pas prendre une fibre 10 gigabits comme on peut avoir en Suisse. Le 1 giga me suffit amplement. Mais surtout, ce qui peut être intéressant, parce que surtout vous allez voir que j'ai d'autres équipements d'Unify qui sont surtout en PoE, et bah l'UDM Pro SE a 8 ports PoE, alors que celui-ci, ils ne le sont pas. Alors moi, je vous le dis, hein, les ports PoE, je préfère l'avoir sur mon Switch, que je vais vous présenter après, plutôt que sur cet UDM Pro. Donc voilà, c'est un routeur que je peux vous conseiller. Si vous voulez faire du VPN, OpenVPN ou WireGuard, c'est très facile à faire honnêtement. Il y a un passage où c'est compliqué, c'est pour l'adresse IP, mais ça je pense que je vous en parlerai dans la vidéo d'Ubiquiti. Il faut avoir une adresse IP fixe déjà ou un duck DNS.
Mais sinon, si vous êtes un peu pointueux au niveau des détails et que vous aimez avoir plus de détails techniques, pas sûr que ça voulait dire quelque chose cette phrase. Je ne peux que vous conseiller les USG Flex de chez Zixel. Alors après, je connais pas USG, je sais qu'ils sont excellents dans la sécurité, que vous avez plein de trucs que vous pouvez paramétrer, c'est incroyable. Mais voilà, si vous aimez un petit peu ces détails-là et que vous avez déjà quelque chose dans votre réseau qui vous permet de faire du WireGuard et que vous n'avez pas besoin d'un routeur qui le fait, eh ben je peux vous le conseiller également. Pourquoi avoir un routeur custom plutôt que celui du fournisseur d'accès Internet? Alors déjà, vous pouvez faire des règles pare-feu bien plus complètes que celles du fournisseur. Je donne l'exemple de NetPlus en Suisse, mais chez eux, avant l'arrivée de la Fritzbox, on ne pouvait pas vraiment faire plus que l'ouverture de port et l'activation de la DMZ. On peut avoir une séparation de réseau et des règles entre eux. On peut par exemple autoriser la communication entre un LAN serveur et un LAN personnel, mais aussi bloquer le trafic entre un VLAN TV et un VLAN serveur par exemple. C'est très simple d'ajouter des utilisateurs, de modifier des clés de partage VPN, ou encore, dans le cas d'Ubiquiti, de faire plusieurs serveurs VPN afin de séparer les utilisateurs par réseau. Je vous affiche un exemple, mais là par exemple, j'ai mon réseau VPN qui me permet d'accéder à tous les autres VLAN. Et là, par exemple, si je vous montre, je peux en créer un autre qui n'a pas accès à d'autres VLAN en faisant des règles de sécurité. Donc c'est assez complet, je vous laisserai vous renseigner. Moi, j'ai l'UDM Pro, du coup, comme je l'ai dit, pour ceux que ça intéresse. Mais sachez qu'avec pfSense, je sais qu'OpenVPN est disponible, je sais pas du tout pour WireGuard. Microtik propose aussi la fonction, mais j'ai pas regardé spécialement en détail. Et puis il faut savoir que ça a l'air quand même beaucoup plus compliqué, c'est vraiment des interfaces de configuration, faut peut-être rentrer en ligne de commande certaines choses. J'ai vu que TP-Link avait fait une mise à jour sur leur routeur, le AX3000. Et lui, il permet d'activer un serveur VPN. Alors là, par contre, c'est un serveur unique. Vous pouvez pas faire comme l'UDM Pro où je vous montrais l'exemple où on peut créer plusieurs serveurs. Et choisir si on veut envoyer le trafic local ou non, ou juste le trafic internet, ou les deux. Alors, c'est mon switch cœur de réseau. C'est du matériel Unify, comme je l'ai précisé. J'aime bien cette symbiose qu'il y a entre mon UDM Pro et ce switch, honnêtement. Il permet d'alimenter mon antenne Wi-Fi, qui est aussi d'Ubiquiti. Et plus tard, j'aimerais bien m'acheter un PoE HAT pour mon Raspberry Pi. Il a une utilité dans la benne, ne vous inquiétez pas. Afin de pouvoir me passer du câble, parce qu'il m'enlève une prise dans ma baie. Donc je peux définir les VLAN et les taguer par port, comme ce que je pouvais faire avec l'UDM Pro. Sauf que cette fois, c'est un switch 24 ports, donc il me permet de faire bien plus de choses. Notamment, je peux faire du LACP, donc connecter deux liens, par exemple, de mon NAS entre le switch et mon NAS. Et il a également deux ports SFP. C'est le seul défaut de ce switch, je trouve, c'est pourquoi ils n'ont pas mis du SFP+. Mais voilà, je suis très fier de ce switch, il est sympa. Et puis en plus, tout ça, je peux le contrôler avec l'application Unify sur mon téléphone. Mais aussi, si j'ai accès à un ordinateur, et c'est beaucoup plus simple, via le site d'Unify. Alors je précise, c'est depuis le site d'Unify, donc avec Unify Connect, mais aussi depuis l'IP du routeur. Qui me permet de contrôler mon UDM Pro, même si je ne suis pas à la maison. Alors pour ceux qui voudraient le faire, sachez que déjà, il faudrait un compte Ubiquiti. Si vous ne faites pas de compte Ubiquiti online, vous ne pourrez pas avoir accès à cette fonctionnalité. Là, c'est que pour la fonctionnalité online, vous pouvez toujours y accéder via l'IP sans compte Ubiquiti. Mais bon, voilà, ils font du beau matériel. J'ai assez confiance au matériel, honnêtement, il est vraiment assez bon. Donc je peux que vous conseiller d'utiliser cette fonctionnalité si vous pouvez le faire. Je possède également un switch 10 gigabits de chez Ubiquiti aussi. Le problème, c'est qu'il a un ventilateur. À voir si dans l'appartement il est dans une autre pièce, je pourrais le remettre. Mais bon, voilà, son ventilateur est assez bruyant. Évidemment, on va passer au plus gros de la baie. Je parle bien évidemment de... Hop, juste avant, je tiens à préciser que j'avais un switch Microtik. En fait, j'en ai fait une présentation, mais entre le montage de cette vidéo et le tournage, j'ai enlevé complètement ce switch. La raison, c'est qu'il n'était pas compatible avec mon UDM, je vais vous enlever les problèmes parce que c'était hyper chiant. Mais maintenant, j'utilise les deux ports SFP+, de mon UDM Pro qui me permet de 1. Connecter mon NAS et 2. Connecter un nouvel appareil que j'ai reçu aussi entre le montage et le tournage. C'est le Mac Studio qui possède un port 10 gigabits. Alors oui, j'ai deux NAS. Il y en a un qui est pour la vidéo et un pour les données personnelles. Donc c'est respectivement un 723+, et un 1522+. Deux Synology, je reviendrai plus tard sur ce choix. Mais j'aimerais les intervertir parce que le 723+ est pour mes vidéos et le 1522+ est pour mon administratif. Je vous le dis honnêtement, j'utilise 300 Go d'administratif et 1 Tera de vidéo, même un peu plus. Le poids de la vidéo va s'afficher ici. Donc voilà, il faut que j'intervertisse. Mon NAS de data a actuellement 27 Tera et le NAS de vidéo en a 3. Vous comprenez qu'il y a quand même un petit problème. Le 27 Tera est en RAID 5, ce qui fait que j'ai 4 disques de 8 Tera utilisables et 1 pour la parité, ce qui me permet d'en perdre un, sans spécialement perdre les données. Donc ce qui me laisse le temps de commander un disque dur et de le remplacer. Quant à mon NAS vidéo, lui, il est en RAID 1, il a que 2 disques durs, je peux pas faire un RAID 5. De 2 disques de 3 Tera, celui-ci pour mes datas, j'aimerais pouvoir l'augmenter à 2 disques de 8 Tera.
Et l'autre NAS serait exclusivement pour les vidéos YouTube afin de laisser un maximum d'espace de stockage. Donc mon NAS de données, il a 32 Go, ce qui est amplement suffisant, on va pas se le cacher. Et mon NAS de data vidéo, il a 10 Go de stockage. Là, je me suis trompé, je voulais dire de RAM, hein, pas d'espace de stockage. Qui est suffisant parce que ce NAS ne sert que pour stocker les fichiers. Alors c'est la machine la plus puissante après mon ordinateur, si on compte la carte graphique évidemment. Les specs, pareil, hein, ici. C'est moi qui l'ai monté, parce que c'est beaucoup moins cher, on va pas se le cacher. Alors le boîtier, c'est un Silverstone, c'était mon NAS principal avant que j'aie mes Synology. En gros, il a des baies hot swappables qui est hyper pratique. Quand tu veux changer les disques, clac, tu les sors, tu remets, tu revisses et tu le remets dedans. Ce boîtier, je vous le conseille pas spécialement, je vous conseille de prendre la version ATX qui s'affichera, qu'elle est un peu plus chère, mais vraiment, vous avez beaucoup plus d'espace. Déjà, vous pouvez mettre une carte ATX, vous pouvez mettre des cartes graphiques beaucoup plus grandes. Et puis, vous pouvez mettre une alimentation ATX classique, parce que celui-ci, il n'a pas une alimentation ATX classique, c'est une autre alimentation. Le pire, c'est que je vais devoir basculer parce que ma carte graphique ne rentre pas dedans. C'est une 3060 Ti, c'était l'ancienne qu'il y avait dans mon PC. Et surtout, l'airflow, il est dégueulasse, mon câblage est dégueulasse. Il faut que je change ce boîtier, en fait. Alors, vous avez pu entendre que j'aimerais mettre une carte graphique. Vous allez me dire, mais pourquoi faire? Bah, tout simplement, je l'utilise pour Plex et Docker. Alors, je voulais parler de Jellyfine. Expliquerai un peu plus tard pourquoi j'utilise les deux. Pour faire de la compression vidéo, parce que c'est plus efficace avec une carte graphique. Actuellement, c'est fait avec le processeur, alors c'est bien parce que je suis seul, je serai de toute façon seul, mais pour être beaucoup plus agréable sur des télés, notamment sur des télés 4K, ce qui peut vite tirer un petit peu la performance, bah ça peut être sympa d'avoir quelque chose qui permet de faire de l'encodage vidéo uniquement, et le processeur peut s'attribuer à d'autres calculs. À quoi d'autre il me sert? De serveurs Minecraft et de RMM. D'ailleurs, je vous en parlerai un jour tellement c'est une dinguerie. Je vais être assez rapide là-dessus, c'est un Raspberry Pi 5 version 4 Go de RAM, j'ai pas besoin de plus. Il fait tourner une instance avec 2 containers Docker, j'en parlerai dans la partie software parce qu'il est assez important. Mais passons à l'objet suivant. Le plus important évidemment, ce qui me permet de vous filmer depuis tout à l'heure et d'ouvrir ma gueule, c'est le S5 Mark II de Panasonic. Vous aurez des photos à l'iPhone, donc ce sera un peu moins bon qu'avec cet appareil. Pour m'enregistrer, certains ont pu le voir, j'utilise un micro-cravate de Rode, il est accroché ici, vous avez des photos aussi. Et j'utilise ici le boîtier H1N, c'est un boîtier tout simple qui permet de m'enregistrer, il coûte à peu près 70 francs, pareil en euros. Et honnêtement, je vous dis avec un micro-cravate, moi j'ai pris un de Rode, mais vous pouvez très bien prendre un truc d'AliExpress à 13 balles, ça fera le taf. Et honnêtement, il est très très bon comme boîtier si vous le paramétrez correctement. Je vous mets le tuto que j'ai écouté en description parce qu'il détaille assez bien, ainsi que le tutoriel qui m'a convaincu d'acheter ce micro honnêtement. Maintenant que je vous ai présenté tout le matériel, préparez-vous pour... Alors il fait tourner 2 instances. Tout d'abord une instance Portainer. Elle permet de donner une interface graphique à Docker, donc plutôt que de pull l'image manuellement, et de l'installer, puis de créer son container. Et bah là, on pourra tout faire ça via une interface graphique. Et puis une pour Nginx Proxy Manager. En gros, ça permet de rediriger plusieurs sous-domaines sous plusieurs services de mon réseau local en n'ayant que 2 ports à ouvrir, donc le HTTP et le HTTPS. Je reviendrai sur ce choix. Pourquoi le mettre sur un Raspberry Pi alors que j'ai un gros serveur qui permet de le faire? Mais il y a effectivement une raison. Mais avant tout ça, on va parler de... Je suis admiratif de DSM. Pour moi, c'est le meilleur OS de NAS, si on compte pas les OS serveurs, évidemment. Il est polyvalent, il est simple. Je le compare un petit peu à l'Apple du NAS, dans le sens où, évidemment que si vous le faites vous-même, ça vous coûtera beaucoup moins cher, pour beaucoup plus puissant. Mais on achète plutôt pour les petites applications qui sont simples d'utilisation, les petits détails. Surtout, je ne sais pas si d'autres constructeurs le font, Synology permet via des câbles eSATA d'étendre avec des baies qu'ils vendent eux-mêmes qui se branchent que en eSATA et que vous branchez sur le NAS original. Cela vous permet d'avoir plus de disques, par exemple dans le cas de mon 723+, qui lui n'a que 2 baies, bah, je peux l'étendre sur des bien plus gros. Alors parlons du plus important, les sauvegardes. Je le fais via le logiciel Hyper Backup de Synology qui est hyper complet, ça faudrait que je vous en reparle aussi. On peut faire les sauvegardes sur 3 endroits différents. Sur les serveurs de Synology, alors ça permet de sauvegarder l'intégralité du NAS. C'est une image système qui se sauvegardera sur le cloud. Le souci, c'est que le cloud de Synology, il est quand même assez cher pour mes besoins. Et... Ah oui, puis si jamais vous vous demandez pourquoi j'ai mis 6 Tera, c'est uniquement parce que j'ai aussi 6 Tera sur Infomaniac. Je compare avec ce qui est comparable. Pour les sauvegardes qui ne profitent même pas de la nouvelle loi en Suisse sur la sécurité des données, ça veut dire qu'on ne sait pas vraiment qui a accès à nos données chez Synology. Alors, les sauvegardes sur un NAS en local. Alors, c'est ce que je fais sur le NAS vidéo, qui va se sauvegarder sur mon NAS principal. Ça vous ne stocke pas vraiment les données à l'extérieur de votre réseau local, ou faut utiliser un VPN site-to-site. Et puis, il faut que le routeur de l'autre côté soit aussi compatible VPN site-to-site. Si vous n'êtes pas en entreprise, c'est un peu compliqué.
Alors via le système WebDAV. Alors c'est la méthode que j'utilise, sauvegarde que les paquets ainsi que les données des dossiers que j'ai choisis, mais il sauvegarde pas les utilisateurs et les réglages internes du NAS. Alors moi je m'en fous parce que je les ai notés autre part et ce qui est important pour moi c'est de garder les configurations des paquets ainsi que mes données. En plus je peux choisir le nombre de versions et la fréquence de la sauvegarde. En plus mon NAS il a une éteinte automatique pendant la nuit, mais dans le cas où la sauvegarde n'est pas terminée, il va arrêter l'éteinte automatique pour terminer la sauvegarde. En gros il va pas s'éteindre quoi. Mais sinon avant j'avais le service WebDAV qui est configurable avec Nginx Proxy Manager. Pour ceux qui savent pas, le WebDAV c'est comme le Samba, mais à la différence que lui, il passe par le protocole HTTP ou HTTPS. En gros, ça me permet de faire tourner un serveur WebDAV sur mon NAS qui est sur mon réseau local, sans prendre le risque d'ouvrir les ports pour le Samba à l'extérieur. Alors je l'utilisais avant, j'utilise plus pour une seule raison. Final Cut Pro ne prend pas en charge l'importation de fichiers depuis le WebDAV. Et au passage, Adobe Premiere non plus. Ah d'ailleurs, s'il y a une solution à ce propos, je suis preneur. Ou même si Apple désire faire une mise à jour pour accepter le WebDAV, je suis preneur également. Et évidemment, sans utiliser iCloud Drive, c'est pas le but. Alors j'utilise aussi Synology Photo pour le drive de photos. Ça me permet de sauvegarder toutes les photos de mon iPhone. Et même si je suis à l'extérieur de la maison d'ailleurs. Mais j'ai aussi mon NAS vidéo. Lui, il stocke tous mes montages en rapport avec ma chaîne YouTube. Et lui, il se sauvegarde sur mon NAS principal tous les soirs. Et lui, il fait une sauvegarde sur mon cloud Infomaniac tous les soirs. Alors il tourne sur Unread. Alors c'est un OS basé sous Linux et qui est sous licence. Mais ça aussi, il faut que je vous fasse une vidéo complète sur cet OS, tellement il est incroyable. C'est lui qui fait tourner toutes mes instances Docker, c'est hyper simple d'installer un Docker. Pour vous dire, vous avez quasiment pas besoin de Docker Hub. Je vous donne un exemple en image là, mais par exemple, pour que je puisse mettre un Docker sur mon Raspberry Pi qui utilise le service Portainer. Aller sur Docker Hub, je dois chercher le module que je veux, je copie l'image, je dois pull l'image. Ensuite, je peux créer un container avec les variables, et encore les variables, il faut que je les mette moi-même si Docker Hub les précise. Sur Unread, je cherche le module, et toutes les variables qui sont documentées dans Docker Hub, elles sont automatiquement ajoutées, et vous pouvez les personnaliser également. Bon, en gros, ce que je veux dire, c'est que tout ce que je recherche sur Docker Hub, c'est disponible aussi sur la page de app de Unread. Il vous pointe également automatiquement un dossier de config, comme ça vous n'avez même pas besoin de vous en occuper. Et puis pour les mises à jour. Alors sur Portainer, c'est une catastrophe, je trouve. Sur Unread, vous avez un bouton Apply Update et automatiquement la mise à jour se fait, vous n'avez rien d'autre à faire. Donc voilà, j'adore cet OS, honnêtement, je le trouve tellement incroyable. Rien que pour Docker, pour moi, il vaut le coup d'être acheté. Son gros avantage, c'est que c'est pas des licences par mois, c'est une licence à vie. Alors sur les deux premières, vous avez 1 an de grosses mises à jour. Après, vous êtes toujours entretenu avec les mises à jour de sécurité. Et sur la mise à jour la plus chère, donc à 219$, parce que oui, c'est en dollars, vous avez les mises à jour à vie. Et moi, c'est la version que j'ai, mais surtout aussi, il y a d'autres, je vous laisserai aller regarder. Mais voilà, en gros, c'est le nombre de disques durs qui change aussi. Il y a plein de choses qui changent. Je vous mets un lien en description. Cet OS, testez-le, vous avez 180 jours de test. Et genre 180 jours, vous n'êtes pas limité. Vous pouvez faire ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez faire. Et puis, il n'y a pas besoin de s'inscrire quoi que ce soit. Vous téléchargez, vous avez votre test de 180 jours. Évidemment, si vous arrivez au bout des 180 jours, le serveur démarrera toujours, mais vous ne pourrez plus utiliser les fonctionnalités. Je vous dis, si vous avez 2-3 disques durs, la licence à 50 balles, elle suffira amplement. Vous avez 1 an de grosses mises à jour, mais honnêtement, les grosses mises à jour, elles apportent peu. Et puis voilà, c'est une licence à vie, elle vous appartient. Alors, le serveur, il est derrière une prise Maestrom. En gros, c'est une prise connectée, tout ce qu'il y a de plus classique. J'ai un calendrier qui me permet d'allumer mon serveur à 18h en semaine et à midi les week-ends. Ensuite, lui, mon serveur, automatiquement, il est configuré pour dès qu'il reçoit du courant, il s'allume. Et une tâche cron tab s'occupe de l'éteindre à 23h55 afin que ma prise se coupe à 23h59, ça c'est tous les soirs. Alors aussi, on n'oublie pas que c'est un OS de NAS. À la base, il sert à stocker des documents. Moi, j'ai mes NAS, donc j'utilise pas cette fonctionnalité. Mais sachez que vous pouvez faire ça et vous pouvez surtout faire des sauvegardes. Moi, je m'en sers pas parce que j'ai mes NAS, mais surtout, vous pouvez faire des dossiers partagés avec des dossiers compatibles Time Machine. C'est hyper pratique, parce que pour ceux qui ne savent pas, Time Machine, il demande un type de fichier hyper spécifique. C'est hyper chiant. Alors évidemment, ça fonctionne très très bien si vous le mettez sur un NAS Apple, mais si vous devez mettre sur autre chose qu'un disque dur ou un NAS Apple, clairement ça va vous chier dessus. Bon après ça c'est Apple, on est habitué. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez maintenant comprendre mon choix de pourquoi j'utilise Nginx Proxy Manager sur un Raspberry Pi. Mes NAS, mon serveur, ils n'ont pas les mêmes plages d'allumage et d'éteinte. Mon serveur, il a une consommation assez élevée, donc il a une plage restreinte d'allumage. Et un Raspberry Pi, ça consomme peu, il n'y a pas 18 personnes qui se connectent en même temps, donc ça devrait aller. Et puis ça sert juste de rediriger le trafic, c'est tout. Et pour la partie suivante, on est vraiment sur le gros de la vidéo, donc écoutez bien.
Alors avant de commencer à vous raconter mes dockers, je vais vous préciser, il s'agit de téléchargement illégal. Le truc c'est que moi j'habite en Suisse, donc ça me permet de télécharger sans le partage. Je ne tue pas l'industrie cinématographique parce que je ne télécharge que des films et des séries qui ne rapportent plus grand chose aujourd'hui. Et au passage, j'ai un abonnement Netflix et Prime Video, ça me sert juste pour ce que je trouve ni chez l'un ni chez l'autre, j'utilise cette solution-là. Cette partie n'a absolument pas le but de faire un tutoriel, d'ailleurs il n'y en aura pas, mais j'aimerais juste vous montrer parce que je suis assez fier quand même de ce projet, hormis que c'est un projet de téléchargement illégal, mais je n'incite en aucun cas à faire du téléchargement illégal. Après, je vais pas vous faire la morale, oulala, vous êtes la pire merde qui existe. Ah oui, puis la partie, elle sera faite en voix off, parce que ce sera plus pratique pour les illustrations. Alors je mets les deux au même endroit parce que s'il y en a un qui est pour les séries et l'autre pour les films, alors eux ils vont permettre de faire la recherche des séries que vous lui donnez. Il va les rechercher dans la base de données de TheMovieDB qui répertorie tous les films et séries sortis, et même ceux qui sont en prévision. Dans les deux cas, il va chercher le meilleur film / la meilleure série dans la meilleure qualité possible, donc en 4K. Et dans la langue demandée, donc en français, parce que je parle très peu l'anglais. Il va rechercher sur des sites peer-to-peer que je lui ai donné via un autre Docker qu'on en parlera plus tard. Et il va l'ajouter sur un client de torrent qui va le télécharger. Si tout d'un coup, il trouve le film, mais en basse qualité, je donne par exemple l'exemple de Interstellar. Il l'a trouvé, mais en 480p. Et bah si 2 jours plus tard, il le retrouve en 4K, il va remplacer le fichier original. Bon, pour Sonar, c'est exactement le même procédé, hein, mais c'est par épisode et par saison. Et une fois téléchargés, les deux dockers, ils mettent les films et séries téléchargés dans un dossier que j'ai choisi par mes soins. Ils doivent être lus par 2 dockers, j'en parlerai un peu plus tard. Alors lui, il effectue le lien entre Sonar et Radar et les sites de peer-to-peer. Donc je peux mettre n'importe quel site de peer-to-peer, je donnerai pas les noms. Alors lui, il va se charger de faire les recherches sur les sites. Il va aussi changer l'URL, il me semble, si le site vient à fermer. Une fois que Jacket a trouvé le bon lien magnet correspondant, c'est Sonar et Radar qui l'ajoutent à la queue du logiciel de peer-to-peer, on s'entend bien. Alors une fois que Jacket a trouvé le lien magnet, c'est Sonar et Radar qui l'ajoutent à la queue de QBitTorrent. Lui, il va se charger ensuite de faire le téléchargement et de donner le signal à Radar et Sonar que le téléchargement, il est complet. Évidemment, je bloque le partage parce que c'est illégal de le faire, et comme ça me permet de n'envoyer aucune série une fois qu'elle est téléchargée. Donc Jellyfine et Infuse. En gros, il me permet de lire les fichiers, de mettre les métadonnées des acteurs, de tout comme Netflix en fait. Parce que oui, je pourrais regarder les fichiers en les téléchargement ou en double-cliquant dessus puis regarder avec VLC. Mais l'avantage de ça, c'est que c'est du streaming, c'est pas stocké sur mon appareil, c'est stocké sur mon NAS et je peux y accéder à distance. Enfin, c'est sur mon serveur. Alors pourquoi utiliser les deux ? Alors globalement, j'utilise Jellyfine, il est entièrement gratuit. Et j'utilise Plex parce qu'il n'est pas disponible sur Apple TV, tout simplement. Mais par contre, le service Plex est disponible, donc petit update par rapport à ça. Maintenant, j'utilise Infuse, qui est disponible sur Apple TV. Ça me permet de pouvoir me connecter à un serveur Jellyfine plutôt que Plex. C'est payant, c'est $100 à vie, ou sinon vous avez des abonnements par mois. Moi, je préfère le à vie, c'est cadeau. Je vais le dire honnêtement, à part l'interface qui est plus jolie, je déteste Plex pour une raison. Le service de Jellyfine est le seul Docker avec Jellycir qui est ouvert sur le web. Comme ça, je profite de pouvoir en avoir accès partout, avec un nom de domaine sans passer par le VPN. Je vous rappelle que j'ai Nginx Proxy Manager pour ça. Donc l'application de Jellyfine, elle est disponible partout pour Android, iOS, iPadOS, et même Chromecast, c'est pour vous dire. Pour les ordinateurs, alors c'est pas spécialement nécessaire parce qu'on peut y passer via le lien web directement. Mais globalement, voilà, je vous laisserai aller regarder, c'est hyper simple de s'y connecter. Alors évidemment, il faut avoir un serveur Jellyfine que vous hébergez. Mais voilà, c'est très pratique, c'est facilement accessible, et puis c'est sympa. Donc lui, il permet d'envoyer des requêtes de films et séries à mon serveur, c'est pour qu'il puisse les rechercher. Il est lié à Radar et à Sonar. En fait, lui permettre qu'il fait en sorte que j'ai pas ouvrir à Sonar et Radar, parce qu'il y a pas mal d'autres configs que j'ai pas spécialement envie qu'elles se retrouvent sur le web. Alors, pour compléter, si vous voulez, Sonar et Radar ne sont pas ouverts au web, parce qu'il y a les configs dedans des indexeurs, des connexions envers d'autres services, bref, j'ai pas envie d'exposer ce Docker sur le web. Lui, il a une interface plus sympa, notamment il connecte le même compte que sur Jellyfine. Mais voilà, je peux envoyer des requêtes facilement, c'est super. L'interface est vachement plus jolie. Et puis voilà, je peux demander hyper facilement, choisir la qualité, mes profils, bref, je vous laisserai les regarder pour ceux qui connaissent pas, c'est assez incroyable comme système. Pour faire la même chose, il y a aussi le bot RequestAir, j'ai de la peine à dire. Lui, il fait la même chose, sauf que vous pouvez le faire depuis Discord directement. Après, le souci, c'est que c'est pas assez polyvalent, c'est hyper chiant de le faire depuis Discord, donc faut faire des commandes, c'est chiant. Mais voilà, globalement, c'est un bon Docker. Alors sans RequestAir, vous pouvez le faire, mais ensuite, tout le processus que j'ai décrit, c'est envoyé dans un salon Discord. Donc à l'importation, à l'ajout, au téléchargement terminé. Même quand il y a des problèmes de téléchargement, il vous le dit. Et ça se met tout ça dans un salon Discord spécifiquement prévu pour l'occasion.
Alors je vais être assez rapide sur cette section, parce que j'aimerais faire une vidéo complète pour l'explication des programmes que j'utilise sur macOS. Pour le montage, j'ai une grande passion pour Final Cut Pro en ce moment, je sais pas pourquoi. Je suis passé récemment de Premiere Pro à Final Cut Pro et on va pas se cacher, c'est vachement plus stable. Il y a des fonctionnalités en moins qui m'énervent, notamment les sous-titres automatiques, ça je voulais m'y mettre. Et voilà, il faut utiliser d'autres programmes ou d'autres logiciels. Je l'aime bien parce que je l'ai payé certes 300 balles, c'est un peu mal au cul d'ailleurs, mais j'ai payé 300 balles à vie. Puis j'ai aussi Motion, j'utilise beaucoup moins, Motion est moins cher, hein, il est 50 francs. En euros c'est à peu près pareil, hein, les prix s'apparaîtront là. Motion, je m'en sers beaucoup moins. Pour faire des titres et de l'animation, c'est un peu After Effects, mais c'est surtout orienté pour faire des titres en animation. Puis pour les voix off et le stream de mon écran, j'utilise OBS. Bon bah on est à la fin de la vidéo. Je vous cache pas, ça fait 3 semaines que je suis dessus. Hein. Alors j'avais fait un post communautaire disant qu'elle sortait fin de semaine, ça c'était il y a 3 semaines. C'est un enfer, je pensais qu'à la base la vidéo allait faire 10 minutes, elle en fait 25. Et encore là, au moment où je vous parle, il me manque la partie Docker à monter, que vous avez déjà vu, mais que moi je sais pas du tout. Mais voilà, là je peux vous mettre la vidéo, combien elle sort à l'exportation, c'est assez énorme. Je vous remercie beaucoup à ceux qui sont restés jusque là, parce que ça m'a pas mal demandé de travail. Pour vous dire, le projet il a commencé en août. Mais je suis assez fier de la vidéo, franchement, son rendu est excellent, en tout cas je trouve. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, je suis toujours preneur. Et puis je vous laisse avec l'outro. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt sur Jalitic.